Françoise Kérimer, bonjour. Je tenais, hop, le micro est allumé. Merci. Bonjour Françoise. Vous êtes arrivée à Rennes au détour de 16h et vous voilà parmi nous. Exactement, je vais freiner. Votre acte, vous avez été prendre un verre, va-t-on dire élégamment, sur la place Hoche, c'est cela? Absolument. 3 éclats toutes les 20 secondes, c'est votre 3e roman actuellement publié chez Jean-Claude Lattès. Je dis actuellement puisque c'est la publication depuis octobre. Auparavant, 20 000 exemplaires ont été diffusés grâce et via le club Françoisir. Oui, tout à fait. Rapprochez bien votre micro, Françoise. Plus près, c'est ça. Et je vous en parlais, il y a une semaine, on avait Alexiane Delis qui nous présentait son ouvrage qui lui aussi avait été prépublié chez Françoisir. À une bouchée, à un vol d'oiseau du vôtre, 30 000. Vous me le disiez, 20 000 et 30 000, c'est de sacrés records grâce à Françoisir. Ce sont de belles performances en effet. Quand on est sélectionné en avant-première, c'est donc effectivement une reconnaissance d'un roman qui a un potentiel. Voilà, et donc depuis, Jean-Claude Lattès a pris le relais. Alors je vous présente pour vos fans qui ont pu nous rejoindre et qui ne vous connaîtraient pas. Françoise Kérimer, vous êtes née à Paris. Je passe sur la date, il faut savoir rester élégant, même si votre fiche biographique le dit, dans une famille de libraires. Alors la librairie, le papier et le roman, c'est de l'atavisme chez vous. Famille de libraires depuis plusieurs générations. Votre arrière-grand-père a ouvert une boîte de bouquinistes, comme on dit, sur les quais de la Seine en 1886. Si je posais la question, 1886, c'est quoi? Non, ça n'est pas Marignan, c'est l'année où Jules Ferry rend l'école obligatoire. Votre grand-père est expert en livres anciens et édite des livres d'art. Votre père pousse les murs, modernise le travail. Et comme vos aînés, vous avez passé donc votre vie dans les livres, dès l'enfance. La lecture est votre occupation favorite, etc. Et votre vie professionnelle vous mènera, alors vous allez me dire, gérer différentes librairies du groupe Priva. Oui, tout à fait, absolument. Le groupe Priva, qu'on connaît bien ici, notamment à travers le Forum du Livre, puisqu'il en a fait partie. Exactement. Et puis, voilà, un jour, je me suis arrêtée de travailler et j'ai commencé à écrire des livres. Alors, vous avez commencé à écrire des livres avec des titres, notamment le premier qui avait un titre, on le disait, à la pancole, quelque part, ça va parler à tout le monde. Il faut laisser les cactus dans le placard, 2010. Vous me disiez d'ailleurs que vos livres ont la particularité de devenir des long-sellers, c'est-à-dire qu'ils se vendent régulièrement. Oui, ils se vendent encore, c'est vrai, en version livre de poche, parce qu'ils sont passés maintenant chez Pocket. Et en version électronique encore, oui, tout à fait. Exactement, donc bravo. Et Seuls les poissons en 2012. Et donc votre 3e roman, alors au large du Finistère, là où la terre finit, où le plus grand cimetière marin du monde murmure ses légendes, dans une île, l'île de Saint. Une île très plate. J'y ai passé un réveillon, je m'en souviens, c'est une île plate. D'ailleurs, dans votre livre, il est fait allusion à combien de kilomètres en large, combien de kilomètres de longueur. Emma et son fils, Camille, 7 ans, ils débarquent pour passer les 2 mois d'été. La jeune mère est désespérée, contrainte à un exil voulu par un mari. Ce mari, ce père dont il est dit par l'enfant qu'il est toujours sur un ordinateur, autrement dit un de ses géniteurs, même si lorsqu'ils sont là, ils ne sont pas vraiment là. Et au début, on peut penser effectivement que cet homme n'est pas très fréquentable, il a un petit peu exilé son épouse. Et puis on verra que finalement, il y a des révélations donc au fil de votre narration. Mais tout d'abord, commençons par les personnages. Je suis allé sur un blog, j'aime bien faire ça pour voir un petit peu comment les romans sont reçus, ressentis. Et j'ai trouvé une lectrice qui disait « J'ai commencé ce livre en connaissance de cause, après avoir lu quelques avis sur différents blogs. Mais je ne m'attendais pas à un tel bijou. L'approche du thème est parfaite et le style impeccable. Je me disais qu'un livre qui aborde un sujet aussi difficile que d'être surdoué chez les enfants ouvrait facilement la voie à l'émotion, voire au pathos. Eh bien, Françoise Kérimer a réussi à en faire quelque chose de beau, de fort et de profondément vivant. Alors, moi, j'ai une petite réserve, mais qui se veut constructive, Françoise Kérimer. Camille, ce petit enfant de 7 ans, pas facile, est-ce qu'il est un néo-petit prince? Est-ce qu'il est un enfant aussi précoce qu'irritant? Un enfant subtil, comme dit Claude Ponty dans certains de ses ouvrages, ou est-ce un surdoué? Ça me paraît presque dangereux de le définir comme surdoué. Oui, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut éviter de donner des étiquettes à des enfants. Il a une intelligence aiguë, et la façon dont je voudrais le définir, ce serait de dire que c'est un enfant qui est plus grand à l'intérieur que le monde qui l'entoure. C'est-à-dire qu'en fait, il se sent toujours à l'étroit dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il ressent, dans toutes les rencontres qu'il peut avoir. Et de ce fait, il se sent totalement incompris, cet enfant. Et il souffre. Et il souffre. Et il souffre. Est-ce qu'il n'est pas d'ailleurs autant presque
bipolaire, expression un peu trop à la mode, qui brasse un peu trop de choses qui n'ont rien à voir, mais on se C'est demande... un enfant de 7 ans, donc je pense que déjà on sait pas trop, mais on se rend compte que cet enfant est malheureux dans son quotidien, et là, il arrive sur l'île de Saint, et il trouve enfin un lieu qui lui correspond, parce que l'île est minuscule, mais c'est très grand autour. Donc il se dit enfin, il se rend pas compte, c'est pas conscient, mais tout de suite il est extrêmement à l'aise sur cette île. Donc la rencontre entre un tempérament, un caractère et un environnement, et un décor. Vous vous êtes inspiré d'un enfant autour de vous pour Camille, ou d'enfants? Je pense que je l'ai construit dans ma tête. Vous l'avez construit dans votre tête? Oui, vous aviez comme ça donc l'envie d'avoir un enfant, c'est ça, très grand à l'intérieur de lui-même et qui étouffe jusqu'à ce qu'il rencontre cet univers dans lequel il peut se projeter, se reconnaître. Je pense, si vous voulez, quand tout a commencé dans l'île de Saint, cette île qui est tellement extraordinaire. Alors que vous connaissez, parce que vous passez votre temps entre la Bretagne et Paris. Oui, c'est ça. Vous naviguez? Et je navigue, et je suis souvent allée en mer dans ces parages, mais surtout, je pense que c'est l'île de Saint qui m'a ramené à un enfant de cette nature. C'est-à-dire que l'île est tellement contrastée, tellement merveilleuse, tellement incroyable, que de façon naturelle, les personnages sont arrivés, parce qu'il y a l'enfant qui est cette intelligence aiguë et avec un monde trop petit autour de lui, et il y a un adulte qui est déjà dans l'île, Louis Camille, qui serait le miroir du petit en grand. Alors vous m'enlevez les mots de la bouche, parce que moi bien évidemment j'avais une question de Louis Camille à Camille, reconstruction de Louis Camille en même temps que peut-être apaisement de l'enfant. On ne va pas divulguer plus de choses. Ce même Camille qui est décrit comme intransigeant, logique, rationnel, qui ne fait pas de cadeau sur l'analyse dès qu'elle est mauvaise, mal construite chez les adultes, tu emploies tel mot mais ça ne veut pas dire ça, la mère ne peut pas être irritée, c'est un adulte qui est irrité. Bref, vraiment, il ne passe rien. Et en face de lui, il y a donc sa mère. Sa mère désarmée, j'ai repris les termes que vous citez, qui encaisse, ne répond jamais. On comprendra, et je ne dirai pas pourquoi elle a aussi... cette névrose, ce mal-être, ce spleen, cette incapacité à gérer cet enfant. Là aussi, comment vous la voyez, Emma? Comment vous l'avez voulu? Elle aime son enfant, mais elle ne le comprend pas. À un moment donné, elle dit « Mais moi, je ne sais pas conduire une Maserati ». Elle est totalement dépassée par cet enfant. Et elle, par contre, sur l'île, elle est extrêmement malheureuse d'être dans cette île. Donc, il y a le contraste entre l'enfant qui, enfin, trouve un univers à sa mesure, et la mère qui rejette tout de l'île. Tout de l'île. Et qui a cet enfant toute seule à porter à bout de bras et qui n'y arrive pas. Et qui n'y arrive pas. D'ailleurs, elle dit à un moment très vite, page 39, j'avais noté, avec toi Camille, le pire n'est jamais loin. Ce qui d'ailleurs, d'entrée de jeu et d'entrée de lecture, est assez refroidissant parce que dès la page 37, la mère en est déjà là. Au moment de cette histoire, on en est au début d'ailleurs, avec toi le pire n'est jamais loin, on se dit mais elle revient sans doute déjà de bien des choses avec cet enfant. Alors, il y a donc ce duo, voilà, on ne parlera pas de couple bien sûr, mais il y a ce duo, très fusionnel en même temps. Voilà. C'est je t'aime, oui je t'aime moi non plus, je t'aime avec des heures bien sûr. Et puis autour il y a, alors avant que j'arrive à la galerie de personnages, c'est pas qu'il y ait 25 000 personnages, mais il y en a tous qui ont vraiment leur poids dans l'histoire. Pourquoi avez-vous voulu d'ailleurs, donc, alors là aussi, au-delà de l'enfant, l'histoire, c'est Saint qui a dicté l'histoire? Est-ce que c'est Saint qui a guidé l'histoire? Je pense que l'histoire elle s'est guidée toute seule. Vous aviez l'enfant dans un décor. Il y avait l'enfant, il y avait la mère, il y avait le décor, il y avait le musicien qui est donc le miroir de l'enfant. Et puis les autres personnages sont venus à la rescousse de cette mère et de cet enfant. Il y a la personne qui tient le restaurant. Armel, qui est, je dirais, le maternel merveilleux qui accueille la mère et l'enfant. J'ai envie de dire sur elle que c'est l'abri du marin en version moderne, c'est-à-dire qu'elle a un cœur grand comme la baie de Dierne. Jolie, généreuse, soupe au lait. Oui, elle est merveilleuse, on a vraiment envie de la rencontrer, cette femme. Et Camille la respecte d'ailleurs. Beaucoup. Voilà. Elle a un amour inconditionnel, je pense, et beaucoup de générosité, beaucoup de patience. Tout ça, elle l'a trouvé dans l'île de Saint, évidemment. Ah oui, d'ailleurs, elle parle très bien de son île. Et il y a Loïc qui charge et décharge. Il y a Loïc, le petit jeune qui charge et décharge, tout à fait. Lui, il a un petit rôle, mais il est important parce qu'il fait ce lien avec le patron de la navette. Tout à fait. Et le patron de la navette, lui, c'est le marin au grand cœur aussi, mais c'est un homme qui est plus difficile d'accès, qui est plus réservé, mais qui est en même temps plus structurant pour la mer.
et lui ce serait l'élément masculin, le phare. Eh ben, c'est Ronan. Ronan. Voilà, Ronan dont il est dit, d'ailleurs, Voilà. elle en parle très bien. Mais Ronan, effectivement, vous le dites structurant. Voilà, voilà, il est solide, Ronan. Il est solide, comme un phare. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un peu taiseux comme certains Iliens? Absolument. Absolument. Et puis il y a donc Louis Camille. Alors Louis Camille, qui est sans doute le plus romanesque. Oui, très. Comme un albatros qui ne peut plus s'envoler jusqu'à ce que. Alors c'est un musicien échoué un peu. C'est un musicien échoué qui a eu des grands moments musicaux en qualité de chef d'orchestre et puis brusquement tout s'est refermé pour lui. Il a fait une grande rupture, il a shooté dans son bol de mayonnaise comme avait fait Camille quand il avait raté quelque chose et il s'est retrouvé dans cette île en fait pour se rendre compte que ce qu'il cherchait c'était sa propre musique. C'est celle qui était à l'intérieur de lui et qui émergeait et qui avait fait en plein vol échouer le navire qu'il était, comme les navires échouent quand ils passent au bord de l'île de Sein et que les écueils au fond font des obstacles. Oui, d'ailleurs Voilà. de Louis Camille qui avait beaucoup de facilité, qui ne s'efforçait pas pour arriver à ce niveau d'excellence qu'il caractérisait. Et puis un jour, bing. Absolument, tout à fait. Alors, on voit bien déjà à travers ce que vous révélez de ces personnages qu'il y a une vraie force romanesque et qu'on est dans un roman de la reconstruction. Ça, c'est le thème ou pas, vous me corrigez. Parce que quand on s'interroge, quel est le thème? L'histoire, on voit très bien quelle est l'histoire. Mais quel est le thème qui irrigue un roman? Alors, est-ce que le thème de la reconstruction vous semble approprié? Oui, j'aime bien ce que vous dites sur la reconstruction. J'ajouterais aussi peut-être que, comme dans une île, comme dans l'île de Sein, il y a des trésors cachés sous l'eau. Il y a des choses de soi qui sont au fond. Et chacun des personnages, dans l'île, vont chercher, vont trouver les bijoux, les trésors qui sont au fond d'eux-mêmes. Donc révélation aussi. Et donc révélation, et donc un peu parcours initiatique, on peut dire, qui est permis par l'île. Par l'île. Alors justement, cette île, à un moment, bien sûr, les Iliens ont tous même si chacun, selon l'île, la miette de terre sur laquelle il fait sa vie, peut avoir sa psychologie, son caractère, son tempérament. En même temps, ici, il se penche bien sûr sur toujours la question de l'isolement. Alors, isolement qui n'est pas forcément solitude. Est-ce que vous avez voulu également dépeindre, certes, une géographie, cette île dont vous êtes amoureuse, plus qu'une autre d'ailleurs, mais est-ce que vous avez voulu faire passer effectivement des choses sur ces Iliens, qui sont quelquefois mal compris des continentaux d'ailleurs? Oui, je pense aussi qu'effectivement, ce n'est pas par hasard que ces choses se passent dans l'île, parce que les Iliens sont des gens qui ont l'habitude de vivre avec très peu, depuis très longtemps, et d'une grande solidarité les uns avec les autres. Et qui n'accueillent pas toujours le continental facilement. Mais qui ne sont pas forcément non plus compris des continentaux. Ouais. Parce que les codes ne sont pas les mêmes, ils ont une solitude rapprochée. Or, et ils ont cette générosité et cette entraide, alors que les continentaux arrivent, passent, regardent et repartent. Donc c'est aussi parfois un choc entre les continentaux et les Iliens, mais grâce à tout ce qui peut se produire dans le livre, la vie de ceux qui sont venus, et en particulier Emma, comme pour une punition, voilà, repart avec des choses extraordinaires en elle. Ah ben voilà, moi j'avais noté, pour tous les personnages, il y aura eu un avant et un après. Absolument. Et pas simplement pour ce fameux duo qui, effectivement, est le pivot central de votre histoire. Est-ce que vous avez, j'avais donc une auteure qui elle a beaucoup d'influence cinématographique et littéraire la semaine dernière à votre place. Vous êtes un jeune auteur, on peut le dire comme ça. Oui, jeune, oui. Voilà. Quelle est la littérature que vous aimez justement? Quelles sont les histoires que vous aimez? Est-ce que vous essayez de vous inscrire dans une certaine veine, ou est-ce qu'au contraire vous dites je ne pourrais pas me distinguer dans la veine des auteurs que j'aime, donc autant que je creuse autre chose? Quelle est votre approche de la littérature et des sujets que vous allez explorer justement dans vos romans? Ce que je cherche surtout, c'est à faire s'évader les gens qui lisent l'histoire. Si vous voulez, je pense que c'est entrer dans quelque chose de nouveau, dans la problématique de quelqu'un d'autre, et ce faisant, sortir de son propre quotidien, s'ouvrir à d'autres choses et s'enrichir soi-même finalement de par cette rencontre qui permet de faire des petits déclics, de dire ah ben oui tiens ça c'est vrai. Et donc il y a le besoin d'évasion, espérer être lu de façon fluide et rapide, que ce soit pas difficile à lire, que ce soit un plaisir.
Et puis en même temps, je dirais quelque chose de plus captivant qui donne envie de savoir. Mais c'est quoi le petit secret? Ah, mais complètement. Moi, je voyais très bien une adaptation en nez de fête ou pour la télévision. Il y a un rythme, il y a un décor, il y a des personnages, pas trop pour ne pas s'éparpiller. Et effectivement, il y a quelque chose qui titille l'intérêt. Et effectivement, il y aura une révélation qui explique aussi beaucoup de choses et qui explique tout d'ailleurs sur Emma. Et puis, il y a ce personnage très romanesque qui effectivement plane un petit peu au-dessus de tous. Donc un avant, un après. Et alors vous, quelle est votre méthodologie de lecture, d'écriture, pardon? Vous êtes du matin, de l'après-midi. On a eu ici, maintenant je commence un petit peu à capitaliser sur les différentes rencontres du forum. On a eu un médecin qui est insomniaque qui écrit à 4 heures du matin. Il y a ceux qui font leurs devoirs pendant 5 heures le matin. Sinon, en bon judéo-chrétien, ils ne s'autorisent rien l'après-midi. Notre auteur de la semaine dernière écrit toujours un petit peu, par moment, par bout, quand ça lui vient. Autrement dit, elle peut être à faire autre chose, et puis d'un coup, elle a une inspiration qui lui vient. Vous, comment vous procédez? Alors, comment je procède? Dès que je peux, je me mets à écrire à peine réveillée. Parce que j'ai le sentiment que la vie n'est pas encore entrée pour perturber mon cerveau. J'ai un grand champ de neige tout blanc. Et donc là, tout de suite, je vais me mettre à écrire. Immédiatement, je me lève, je me fais une petite tasse de thé et j'écris immédiatement. Pour ne pas être parasité par la journée. Exactement, pour ne pas être parasité par tout ce qui se passe dans le monde qui va créer une petite distance entre les personnages qui sont en moi, qui ne demandent qu'à sortir avec urgence. Et donc, dès que je peux, je me mets à écrire. Et je les lâche le moins possible. Ensuite, c'est la vie quotidienne qui va me rattraper, me dire « Oh, on est là !» Et à ce moment-là, oui, bien sûr, je vais m'en sortir. Mais si je suis seule, comme il m'arrive parfois d'être seule pendant quelques jours pour écrire, je peux écrire de 6h du matin à 11h du soir. Et dès le début de cette rencontre, vous me disiez le décor m'a dicté un personnage et je les ai suivis. Est-ce à dire qu'effectivement, vous n'avez pas eu besoin de faire? Un auteur ici nous disait, moi j'ai des fragments d'histoire, du début, du milieu, de la fin, et après j'assemble. D'autres construisent un plan. D'autres m'ont dit, moi je connais mon chapitre final, et c'est de lui dont je vais tout remonter. Vous, comment... Non, alors moi, pour celui-là, j'avais un lieu. C'est le lieu vraiment qui a tout dicté. Et ensuite, je suis partie avec 3 personnages dans la main. Le petit enfant Camille, sa mère Emma, et Louis Camille, le musicien. Et ensuite, on a grimpé tous les jours. On a monté un peu la montagne. Et sans absolument savoir où on allait, ce qu'on allait y faire. Donc vous laissez guider par vos personnages. Et donc là, c'est les personnages qui ont guidé, et parfois ils m'ont surpris, je disais que c'était merveilleux ce qu'ils faisaient, parce que sincèrement, j'en avais aucune idée la veille. Mais par contre, quand le livre a été terminé, point final, je me suis dit, mais jamais je n'aurais pu écrire autre chose. Et puis, vous avez du souffle, hein, c'est pas un petit roman de 180 pages comme on en a quelquefois dans la production française. Hein. Donc, effectivement, il y a une vraie densité, il y a une vraie générosité. Et vous savez, vous savez quand vient le moment du point final. Oui, ah oui, ça oui. Oui, ça s'arrête, c'est fini. Donc, il y a quelque chose dans votre écriture qui est quand même du dépassement, il y a quelque chose qui vous échappe. Oui, il y a quelque chose qui m'échappe. Oui. Et est-ce que vous êtes comme Rousseau qui avait un carnet près de sa table de nuit, sur sa table de nuit, car il pouvait se réveiller la nuit, avoir une idée et surtout la consigner, il n'y avait pas de magnétophone? Je n'écris, je prends aucune note, je ne fais aucun scénario, je ne fais rien de tel. Je me mets devant mon ordinateur. Et je démarre, et puis ça part tout seul. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre si vous voulez échanger, comme je le disais il y a maintenant quelques minutes, avec Françoise Kérimer. 3 éclats toutes les 20 secondes. Est-ce qu'une personne qui assiste à la rencontre veut poser une question à Françoise, revenir sur tel point que j'ai pu évoquer, l'histoire, les personnages, ou sa technique d'écriture? Je vous en prie, hein, les rencontres littéraires sont faites surtout pour ça. Donc je le rappelle, tous les jeudis à 18h, rencontre avec un auteur, et au terme de l'échange, bien sûr, dédicace. Eh bien, Françoise Kérimer, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette belle histoire? Écoutez, j'ai été très sensible à la façon dont vous avez perçu ce que je voulais dire. C'est très gentil. Avec les quelques mots d'échange, je crois que j'ai fait passer le message que je voulais faire passer. Ça, c'est important parce qu'effectivement, je disais à quelqu'un qui me disait il y a quelques jours, je n'ai plus le temps de lire, je disais, moi, ça me fait du bien de lire. Et vous avez évoqué, quelquefois, ça peut nous parler, surtout la littérature. Et ça peut aussi dénouer des choses, quelquefois, en nous et allumer des lumières. Est-ce que vous savez déjà quel sera votre prochain ouvrage? Oui, il est déjà en cours d'écriture. Ah bon, bah allez-y, faites-nous un petit peu de teasing. Juste ce que je peux vous en dire, parce que je n'en sais pas tellement plus. Alors, les personnages? C'est que ça concernera la danse. Ou un décor, voilà, parce que la danse, parfait. Merci Françoise Kérimer qui est à votre disposition pour échanger et vous dédicacer son ouvrage Au premier étage
du Forum du Livre. Bonne soirée et à bientôt, 18h, un prochain jeudi. Merci.